Petite vidéo rapide, enfin petite, on verra. En tout cas, vidéo expliquant un peu comment j'ai pu avancer ou du moins résoudre une partie de ma problématique. Alors ma problématique, c'est le vide sanitaire. Donc ce qu'on est ici, c'est un vide sanitaire qui a été creusé, donc on est sous la maison. Là on doit être sous la cuisine ou sous le salon qui est par ici. Et dans cette pièce, donc enfin dans cette zone qui est découpée en deux pièces, donc on a une petite qui est ici et une plus grande qui est par ici, donc qui fait un total à peu près 80 mètres carrés. Donc on avait une problématique qui était claire, qui était sous cette bâche, c'est-à-dire qu'en gros on était directement appuyé, donc les fondations de la maison sont appuyées sur de la terre. Donc c'est ce qu'on peut peut-être apercevoir ici, donc quand on voit maintenant là, ça c'est de la terre en fait. Donc on était directement sur la terre, et donc toute cette partie sous-sol et vide sanitaire était donc directement en contact. On avait la terre visible partout là, et par-dessus cette terre on avait des choses qu'on voit ici maintenant, c'est-à-dire des plaques, des palettes, et ensuite on pouvait stocker les choses par-dessus. La problématique qu'on a avec cette terre, et donc du coup c'est ce qui était encore plus visible ici, c'est que je ne vais pas rentrer parce qu'il y a le bruit du ventilo là-bas, c'est la problématique d'humidité. Donc l'humidité dans cette pièce, c'est assez compliqué dans le sens où face de ce côté-là, on est dans la montagne. Donc du coup, on a un écoulement naturel d'eau qui se faisait dès qu'il pleuvait dans la pièce, enfin dès qu'il pleuvait à l'extérieur. Très rapidement, en fait, dans la pièce, étant donné que c'était de l'argile et posé sur terre, on avait un écoulement naturel d'eau qui se faisait notamment ici. C'est-à-dire que l'eau coulait goutte à goutte et ensuite était drainée. Donc c'était pas un problème d'évacuation d'eau, donc était drainée naturellement ici. Et ensuite, on a un regard avec un renvoi dans une pompe de relevage, donc il n'y a pas de souci pour l'évacuation d'eau, mais ça maintenait une humidité présente dans la pièce, et surtout, on avait donc un phénomène de contact, parce qu'une fois que la pluie s'arrêtait, en fait l'eau était accumulée, donc du coup était en surface, et on avait un phénomène de contact aéro continu sur environ toute la surface, c'est-à-dire que ça allait au bout là-bas, donc jusqu'au bout, là-bas, on avait une flaque d'eau qui se créait naturellement et qui diffusait cette eau au fur et à mesure et au fil du temps, et donc du coup maintenait une humidité présente dans cette pièce. Donc je crois qu'on l'avait vu quand j'avais fait les travaux et notamment passer tous les câblages pour aller de l'autre côté et emmener l'électricité pour leur mise en place des panneaux solaires. Et donc du coup on avait un stockage d'eau qui se faisait par ici, et notamment qui était diffus sur toute la partie, toute cette pièce. Donc ça, c'est quelque chose qui était problématique parce que cette pièce du coup devenait humide. Quoi qu'on puisse mettre dans cette pièce, en fait rouillait, ou du moins était amené à être humidifié au gorgées d'eau. C'était encore plus flagrant avec le carton, et on avait ce problème. Donc désolé pour le côté, c'est pas vraiment glorieux, mais on avait ce problème d'humidité constante, et notamment pour des meubles en bois tels que ça, donc il n'y a pas de problème sur ce qui est dedans, parce que de toute façon c'est des choses qui sont juste là pour être stockées, pour être réutilisées, donc du coup c'est des bocaux en verre. Donc on avait ce développement d'humidité et ce développement de moisissure en fait qui se faisait au fur et à mesure, de par l'humidité très forte ici. Il faut savoir qu'on tournait entre 90 et proche de 100% très régulièrement, ne serait-ce que par c'était visible quand on rentrait dans la pièce, parce qu'on se retrouvait à l'humidité sur les lunettes par exemple, dans quelque chose qui était assez flagrant. Donc on avait un taux d'humidité qui était très élevé. Les solutions possibles à l'époque, c'était, et c'est ce que j'envisageais de faire, c'était simplement profiter de cette zone, essayer de l'exploiter au maximum, et en faisant bétonner. C'est-à-dire qu'en gros, on creusait encore dans la partie terreuse, on avançait donc à hauteur d'environ 80 cm à 1 mètre, donc faut voir que là on a 1, 2, 3, 4, 5 carreaux qui font 40, donc on a quasiment 1,50 m à 2 mètres, 2 mètres de profondeur. Donc du coup en fait, puisque c'est pas partout à la même taille, mais tout ça faisait qu'on avait une très grande surface perdue, donc on aurait pu creuser et aller jusqu'au niveau du troisième carreau qu'on voit là, donc le troisième qui est ici, et en fait gagner toute cette distance sur toute la longueur et pouvoir exploiter cette pièce. Donc c'est ce que j'ai d'ailleurs commencé à faire, et exploiter cette pièce. Donc on bétonnait à partir de là, on faisait un encart, on creusait tout là-bas, et ensuite on revenait
sur la partie fondation, parce que là, on a la fondation d'un des murs de soutènement, un des murs principaux de la maison. Donc on se raccrochait ici, et on faisait un ceinturage avec du béton armé pour pouvoir gagner justement dans cette pièce et avoir de la hauteur, avoir de la surface de stockage, et ensuite on bétonnait la surface, la partie haute, pour gagner cette surface pour divers usages. Donc c'est quelque chose qu'on a regardé, donc on a regardé pour faire ça sur cette pièce-là et pour cette pièce-ci. On a fait plusieurs devis, pour être très honnête, les devis nous ont vite calmés, parce que là, pour la petite pièce, donc qui est la plus petite des deux, en fait, on en avait à l'époque avant Covid, donc depuis tout a pris 30%, 30 à 40%, hein. Donc à l'époque d'avant Covid, les propositions qu'on a reçues, les plus sérieuses, où vraiment c'était quelque chose de réellement étudié et pas au doigt mouillé, on était à peu près entre 7 et 10 000 euros par pièce, donc là on était plutôt autour des 7, et ici on était sur 13 et quelques. Aujourd'hui avec 30% de plus, ça veut dire qu'on en aurait été pour à peu près 10 000 ici, et puis ici environ 15 à 20 dans cette pièce. Donc très honnêtement, entre 20 et 30 000 euros pour juste essayer d'isoler et exploiter une pièce que finalement j'en ai peu l'usage, hormis de mettre du stockage comme on voit ici, l'investissement, enfin le ratio, si on doit faire un ratio coût sur investissement, il n'était pas du tout glorieux, et surtout c'était vraiment de l'argent pas jeté par les fenêtres, parce que ça permettait aussi au passage de pouvoir faire une isolation par le bas, c'est-à-dire que ici en fait on remontait naturellement un peu la température, et donc du coup l'isolation sur la maison en fait se ressentait, parce que là on est sous la maison, hein, donc ça fait cet effet de froid au sol en fait est maintenu, parce que ce garage en fait a une variabilité de température, enfin une variabilité d'humidité qui joue effectivement sur l'isolation. Bref, donc ces options là on les a laissées de côté, on les gardait au cas où. Et puis, après plusieurs années, donc on parle d'avant Covid, on a eu plein d'autres priorités, donc on a laissé ça de côté. On a d'abord commencé à travailler sur l'humidité immédiate. Donc l'humidité immédiate était sur 2 points, ici. Donc là, on avait toute la surface qui est là, donc c'est-à-dire quasiment 2 mètres carrés, qui était en eau complète, et la pompe de relevage qui était dedans. Donc ça marchait, hein, ça évacuait l'eau, mais en fait ça nous faisait 2 mètres carrés de flotte, donc comme un étang ou un lac, qui était toujours présent, toujours blindé d'eau, et justement ça augmentait justement cet effet d'humidité. Alors quand je parle d'effet d'humidité, c'est que là par exemple, ici, c'était plein d'eau, tout ça était plein d'eau. Donc du coup on avait de l'eau sur tout ce qui pouvait stocker. On avait de l'eau dans le fond là-bas, on avait de l'eau qui suintait sur les murs en fait, de par cette côté humidité. Donc pour régler cette partie-là, on l'a fait très vite, quasiment dans les premières semaines. On a simplement creusé plus profond, donc pour avoir 2 hauteurs de 40. Donc là j'ai 2 blocs de regard, hein, simplement les blocs de 40 sur 40. Il y en a 2 dans le fond. Et donc du coup, tout le reste, c'est du gravier qui a été mis sur tout le tour, qui a été remonté complètement. Donc là, on a 80 de profondeur au plus bas ici. Et là, en fait, on est remonté à fleur, donc de ce niveau-là. Ce qui fait que là, il n'y a plus du tout d'eau. Plus du tout du tout. L'eau, elle est simplement en dessous. On n'a pas du tout bloqué le système. On l'a simplement mis en caillou. Et le fait de mettre en caillou permet de pouvoir laisser monter l'eau et de pouvoir la faire rentrer à l'intérieur du regard, parce que dedans, on a bien justement la capacité de 40, et donc là, ce qu'on voit là-dedans, c'est qu'on a une pompe de relevage qui est ici. Et donc, dans ce bac-là, donc en faisant ce système-là, on a réduit la surface de contact d'air-eau avec uniquement ce qui est là-dedans. Ça, typiquement, ça a changé énormément la partie humidité présente, donc la partie de la pièce, vraiment. Par contre, ça n'a rien changé sur la partie terreuse. La deuxième chose sur laquelle on a travaillé, donc c'est ce qu'on voit ici. On le verra peut-être mieux dans les autres pièces. Donc c'est dans... Alors je vais peut-être me mettre dans une pièce où ça sera plus flagrant. Bon tiens, celle-là. Ce qui se passait, donc ça c'est ce qu'on voit ici. Ce qui se passe, c'est que dans la maison avait été prévu des aérations de vide sanitaire. Donc les aérations de vide sanitaire, c'est sur la face de la maison au-dessus, on a un tube qui est à la verticale et qui fait un coude. Donc il fait un coude ici pour arriver à la verticale. Donc c'est le tube jaune qu'on voit dans le coin là-bas. Je vais peut-être m'approcher. C'est le tube jaune qu'on voit dans le coin là-bas. Et ce tube jaune était une aération mécanique, une aération naturelle
qui permettait de pouvoir laisser rentrer l'air. Donc on en a 4 points comme ça. On en a un là, un autre là-bas, le troisième qui est dans ce coin-ci, et le quatrième qui est par ici. Donc on en avait 4, et ces 4 aérations étaient des aérations qui étaient naturelles, donc il n'y avait pas du tout de mécanisation, ce qui laissait passer en fait un flux d'air toujours dans les pièces. Le problème c'est que c'est des flux d'air qui ne sont pas renouvelés, donc c'est de l'air qui est stagnant. Vu que l'air froid a tendance à rester au sol, l'air chaud plutôt monter au niveau du plafond, bah finalement en fait, et qui fait toujours un peu plus frais dans le sous-sol, bah finalement il y a peu d'air qui rentrait naturellement, voire pas du tout. Donc du coup ça n'aidait pas à l'aération. C'était une aération naturelle possible, mais pas vraiment efficace dans le sens où oui, c'était aéré si jamais on avait besoin de faire rentrer de l'air ou faire sortir de l'air, mais pas du tout mécanisé, donc du coup très peu de circulation d'air dans la pièce. Donc il avait été installé par le passé, bien avant qu'on arrive, une aération mécanique ici, donc c'est le ventilateur qui est derrière moi, c'est celui qui était là, qui était par là-bas, monté avec simplement de la gaine de VMC pour pouvoir emmener l'air vers l'extérieur. Bruyant, pas isolé, enfin beaucoup de pertes de charge au niveau de la ventilation, donc finalement très peu efficace. En plus c'était à l'autre bout de la pièce, donc du coup ça aérait potentiellement cette partie, comme je vous dis, qui avait beaucoup d'eau résiduelle, donc relativement peu efficace. La première chose qu'on a fait quand on a fait cette partie travail mécanique, c'est de déplacer ce ventilateur, donc c'est celui qui était là à l'origine, et passer ici. Donc c'est celui qui tourne. Donc d'ailleurs c'est plutôt un gros, c'est un 125 de diamètre. On entend que le moteur est beaucoup plus puissant, donc ce qui est très bien d'ailleurs. Et puis en fait je l'avais monté là, donc toujours en gardant les tubes de VMC à l'époque pour plein de raisons diverses et variées. Et donc du coup j'avais simplifié les choses en faisant des montages métalliques. Donc là c'est des corners qui permettent de pouvoir stabiliser sur une planche de bois et en fait permettre de pouvoir envoyer. C'était pas du tout monté comme ça à la base, hein, donc ça au moins ça a permis de stabiliser le truc, de permettre d'envoyer, et j'ai monté donc le premier ici en récupérant celui qui était déjà existant, et puis très rapidement j'ai monté un deuxième à l'opposé, donc dans l'autre pièce, donc ça a été celui qui a été monté en deuxième, qui permettait de pouvoir faire une espèce de circulation dans les deux pièces, faisant entrer l'air simplement par la porte qui est ici. Il faut savoir que ça c'est un garage qui est en demi-niveau, donc naturellement l'air s'écoulait et puis envoyé de ce côté-là et de ce côté-là. Pas besoin d'aller très vite, celui-là est assez petit, c'est un diamètre 100, trouvé sur Amazon simplement. C'est des trucs de salle de bain assez basiques. Mais ça suffisait déjà, et donc nous on a pu descendre en fait l'humidité résiduelle, notamment dans les phases les plus compliquées, donc les phases hivernales, automnales, et puis à printemps quand on a un printemps très humide, autour de 90%. Donc ça c'était bien, par contre ça ne solutionnait pas la problématique de la terre. La problématique de la terre, on va la voir très bien par ici, hop. Donc ça c'est de la terre, c'est de l'argile. C'est de la terre de remblai en fait, qui est utilisée ici. Donc ça me reste sur les doigts. Et cette terre-là, là je le sens en fait, elle est mouillée. Elle est humide, très humide en fait. Elle me reste sur les doigts. C'est pas comme si c'était du sable ou de la terre sèche. Là vraiment, il y a un contact humide qui existe. J'ai gardé ça exprès, cette partie-là. Mais toujours est-il, le but c'était de travailler sur cette partie-là. Alors, avant de travailler là-dessus, ce que j'ai fait, c'est que récemment, donc après d'autres priorités que j'ai eues, j'ai simplement mécanisé les deux autres sorties. Donc là, il y avait déjà les deux, donc celle-là et celle que je vous ai montré derrière. Et puis j'ai mécanisé les deux autres récemment. Et au passage, en mécanisant, ce qu'on voit... Attendez, je vais vous montrer un où on le voit bien. Je suis passé de la gaine, la gaine souple VMC à un tube PVC de 100. Donc là, c'est ce qu'on voit ici, derrière. Donc il y a un coude qui envoie un tube PVC de 100 dans l'extraction d'origine, donc dans le tube de 125 qui est directement dans le plafond. Et ça permet de ne plus avoir de perte de charge. C'est-à-dire que le ventilateur pousse directement l'air à l'intérieur de ce tube PVC, le coude renvoie. Et en fait, vu que je rentre le coude à l'intérieur du tube de 125, finalement, il est poussé à l'extérieur. Donc, il n'y a plus de perte de charge comme j'avais par le passé. Et donc là, on a vraiment la mécanisation qui fonctionne. Et donc, le renvoi d'air est vraiment fait vers l'extérieur, ce qui fonctionne beaucoup mieux en termes d'évacuation de l'air humide. Donc là, maintenant, on a ça sur les 4 côtés, donc les 4 extractions. Et donc... Suite à ça, on a une grosse rénovation qui est en cours sur une autre partie de la maison, donc notamment l'extérieur, donc c'est ce qu'on voit ici.
Ça, ce sont des dalles de jardin, ce sont des dalles de terrasse qui étaient utilisées à une époque, qui est encore utilisées aujourd'hui, mais ce sont des dalles de 40-40. C'est ce qu'on voit ici, hein. C'est du béton désactivé avec à peu près 3 à 4 cm d'épaisseur. Et donc, vu qu'on est en train de faire rénover complètement la maison, ou du moins l'extérieur, on a tout ce stock qui correspondait à une ancienne terrasse qui est en train d'être modifiée complètement. Et toutes ces dalles étaient justement à l'extérieur par le passé. D'ailleurs, on le voit, hein, il y a encore du sable. Donc là, il y a encore le sable qui est là, parce que j'ai pas simplement balayé. Alors le principe, pourquoi je montre ça, c'est que, en fait, le contact air-eau était un contact fait par la surface, donc qui était fait par la surface qui est en dessous de ça, donc la terre. Le béton, ça m'intéressait, mais compliqué à faire par soi-même, c'est pas possible. Enfin, si, mais je me sentais pas touché et creuser. Déjà, j'ai essayé de creuser. Franchement, faut y aller à la pioche. Et puis surtout, on se retrouve là, il y a 6 mètres cubes de terre à gérer. Hein, donc ça, je savais pas quoi en faire. J'en ai fait un peu, donc c'est ce qu'on voit ici d'ailleurs. Ça m'a servi pour le boulodrome. Quand j'ai fait le terrain de pétanque, mais en fait ça m'a servi d'assise au-dessus de du voile d'isolation entre la terre d'origine et puis ce que j'ai mis. Donc ça c'est simplement ce que j'ai pris de ça. En fait j'ai pris à peu près ce volume-là. Et ce volume-là, je me suis vraiment vu pour le faire. Donc du coup je me voyais pas continuer. Et encore une fois, il y a 6 mètres cubes. Donc du coup qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que je les mets quoi? Donc voilà, ça a bloqué complètement la logique. Et puis deuxième chose, c'est que pourquoi j'étais pas spécialement motivé par la partie bétonisation, c'est que c'est totalement pérenne. C'est qu'une fois que c'est monté, c'est monté. Donc si on se foire, faut tout casser. Je suis pas très chaud dans ce genre de montage pérenne, surtout quand la maison est saine et la maison est bien construite. C'est toujours aventurier de vouloir modifier et finalement de faire moins bien. C'est pour ça que je regardais pour un professionnel. Bref, tout ça pour dire que j'ai mis ça en stand-by, et puis quand est arrivée l'option justement de cette fameuse terrasse, l'idée est venue très vite. Pourquoi ne pas réutiliser ces dalles de terrasse, donc ces dalles de 40-40, et simplement les poser au-dessus de la terre? Donc là, elles sont juste posées, hein. Il n'y a rien de pérenne. Je peux la lever, là, et alors celle-là, si je la bouge, elle bouge, quoi. Elles sont juste posées, chacune collée à l'autre. Donc il y a très peu d'espace entre les deux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré le sable qui était sous ces dalles aussi. J'ai demandé ça à la personne qui font les travaux de me le mettre de côté. Donc là-dessous, entre la terre d'origine et puis ces dalles, il y a une fine couche, donc environ 1 cm à 1 demi-cm à 1 cm, mais surtout pour essayer d'égaliser, pour ne pas avoir trop de variabilité, ce qui était le cas avant, parce que là-dedans j'ai des sillons. Il faut savoir qu'il y a des drains qui ont été faits creuser dans la terre pour essayer d'évacuer, pour ramener l'eau ici en fait, pour la ramener là-dedans, et là il y a un drain qui repart là-bas. Donc du coup je voulais pas changer tout ça, donc le sable, simplement mis une fine couche de sable, juste pour égaliser, et puis après, 2 épaisseurs de dalles. Alors pourquoi 2 épaisseurs de dalles? Ce qu'on voit ici, c'est que les épaisseurs, elles sont posées, donc il y a une dalle sur une autre, mais elles sont posées pas au même niveau. Donc là, la dalle d'en dessous, elle est une, comme ça, et on voit qu'on a là, en fait, une qui est en quinconce par rapport à l'autre. Donc là, on le voit bien entre celle-là et celle-là. Elles sont posées en quinconce pour permettre à ce que la dalle du dessus ne soit pas sur les ponts ici. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, j'avais mis un seul niveau, et très rapidement, on s'est rendu compte que par capillarité, parce qu'il faisait encore humide quand je l'ai fait, donc la salle était encore pleine, gorgée, pas gorgée d'eau, mais très très humide. En fait, par capillarité, on a vu apparaître l'eau sur les bords de dalles. Donc, parce qu'en fait, le béton désactivé, c'est très pratique là-dessus, c'est que l'eau s'en va très vite, mais ça peut aussi remonter, et là, en l'occurrence, ça remontait. Donc, on voyait les bords de chaque dalle, en fait, qui étaient humides, ou du moins, on voyait l'eau remonter. Et en mettant une deuxième couche, parce que j'en avais suffisamment en stock, disponible en tout cas, finalement, en mettant une deuxième et en mettant en quinconce, ça fait que là, j'ai un décalage d'à peu près 3 cm, 3 ou 4 cm, donc ça veut dire que le bord de celui-là, dans le coin, il est sous celui-là, ce qui fait que par capillarité, ça reste bloqué sur le niveau d'en dessous. Ça reste ici, ça remonte pas le deuxième. Et effectivement, c'est ce qu'on voit sur la surface, c'est que là, on a maintenant tout qui est à peu près sec. Alors je dis bien à peu près parce que on peut pas dire qu'on est un printemps extrêmement sec en ce moment, donc du coup il est très humide, chez nous il pleut énormément, très régulièrement et beaucoup, et ce qui fait que en fait la pièce n'arrive pas à s'assécher.
Deuxième chose, c'est que j'ai remis aussi certaines palettes, alors les moins abîmées, je les ai remises pour ne pas mettre les choses que je veux garder. Donc là, typiquement, c'est de la ferraille qui me sert pour différents usages. Ben, pas les mettre directement au contact de ça. Donc j'ai mis les palettes. Les palettes sont encore gorgées d'humidité, donc le temps que ça s'évacue, en fait, ça va mettre plusieurs semaines, mais il faut qu'il fasse chaud pour ça. Il faut que l'air puisse s'évacuer par les évacuations mécaniques. En tout cas, ce qu'on voit là, c'est que sur la partie plane, donc maintenant, j'ai de la dalle désactivée sur toute la surface, qui est ici, et sur 2 épaisseurs, donc jusqu'au bout. Par contre, la partie verticale, ça, c'est toujours la terre qui est en dessous. Là, il y a vraiment, si je l'enlève, je verrai la terre, c'est ce que je vous ai montré d'ailleurs ici. Donc, le but, c'était de ne pas avoir, une fois que j'ai fait une espèce d'interface entre la terre d'origine et la flotte, et puis la partie aérienne, la partie verticale était aussi en question, c'est-à-dire que je voulais pas me retrouver à avoir celle-là qui finalement rejetait toute l'eau, et finalement toute l'humidité arrivait par ça. Donc là, l'idée, c'était de reprendre une bâche, donc une vieille bâche de piscine, pour des piscines autoportées notamment. Ce sont des bâches qui sont isolées, mais pas isolées parfaitement, donc là, on voit qu'on a plein de trous, hein, donc le but n'est pas c'est pas de faire un aquarium là-dessous, hein. Donc le but c'est de limiter le contact aéro, mais pas non plus de transformer ce truc-là en stock de flotte quand il se met à mettre trop humide. Et surtout de pouvoir l'enlever. C'est-à-dire que là, j'ai des dalles qui sont simplement posées sur la dalle, sur la bâche, mais si je dois intervenir, on le voit bien ici. Là, on voit que la bâche a été découpée, elle a été abîmée de partout, donc il y a toujours de l'aération en fait qui se passe là-dessus, donc ça ne va pas se transformer en réservoir de flotte si jamais il pleut trop. Mais l'eau qui coule en fait ne fait pas l'interface avec l'air, donc du coup elle coule derrière naturellement. Ensuite la bâche elle est simplement repliée mais laissée à plat, et puis j'ai reposé des dalles pour pouvoir marcher par-dessus sans avoir à mettre les pieds dans la terre en l'occurrence. Ça permet à ce que l'eau continue à circuler et pouvoir suivre le drain pour repartir sur le drain qui est par ici, qui va aller dans l'autre côté. Et ces dalles-là, j'ai simplement repris un niveau de dalle, d'ailleurs on le voit encore, là c'est les cailloux de drain et puis un mélange de caillasse, etc. Le drain est juste en dessous. Donc là je l'ai laissé affleurer, mais en fait j'ai simplement mis les dalles pour pouvoir circuler. Je n'ai pas mis les dalles pour pouvoir isoler cette partie-là, je veux la laisser disponible au cas de besoin. Et puis dans la deuxième pièce, j'ai fait la même chose. Donc c'est ce qu'on voit ici, donc on a bien les 2 niveaux de dalles, on les voit bien ici dans ce coin-là. Et là, on voit bien qu'on a la suite de la bâche, d'ailleurs c'est la même couleur que l'autre. Ça me permet, c'est une dalle qui est posée pour visualiser comme une marche d'escalier en fait. Ça a été creusé à une époque, mais c'était directement la terre, donc un peu casse-tronche. Là, en mettant une dalle posée, donc elle est bien calée quand même, j'ai bien gratté autour, pour qu'elle soit bien fixée, ça me permet quand je veux monter là-haut, en fait, de simplement mettre le pied là, et hop, on est parti de l'autre côté. Bref, la bâche, pareil, avec une deuxième bâche, donc on voit qu'on a un changement de couleur, donc là c'est une deuxième bâche que j'avais, d'ailleurs on a le reste qui est là. Cette deuxième bâche, toujours de bâche de piscine, découpée en 2, à la bonne distance, pour permettre justement de couvrir le béton, de couvrir la terre, et pareil, elle est repliée en dessous de ces dalles-là. Et ça, ici, là par contre, j'ai mis toute la surface avec les dalles de jardin, ce qui fait que là, j'ai une pièce dans laquelle on peut circuler. Je vais passer le balai quand ce sera un peu plus sec. J'attends pour l'instant parce que s'il y a encore un peu de sable qui est par-dessus, donc ça sera fait un peu plus tard. Sur les dalles de hauteur, on voit que j'ai remis la même chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les palettes qui étaient correctes. En fait, elles m'ont servi pour ne pas mettre directement les cartons sur les dalles, mais d'avoir les cartons posés sur les palettes et les palettes posées sur le truc. Donc là, il va y avoir un petit temps, le temps que toute l'humidité stockée dans le bois, comme on peut le percevoir ici, on le voit bien là en fait. Ça a gorgé l'eau en fait. Donc là, il y a encore de l'humidité dans ces pièces-là. Ça va durer quelques jours. Il faut juste qu'il fasse un peu sec pendant 1 à 2 semaines et puis ça va s'en aller assez naturellement. Mais au moins, en fait, en faisant ça, je laisse passer aussi de l'air entre les dalles et puis ce que je stocke. Donc je ne fais pas un contact exact. Et donc du coup, il y a toujours de l'air qui circule dans la pièce. Donc ça, c'est bien pratique. Et dernière chose, c'est que la partie passage qu'on a là, on voit qu'on a une partie maintenant qui est vraiment pratique. Donc, maintenant, il faut nettoyer, hein, ça c'est encore un autre challenge, mais on a une surface qui est pratique. Résultat de tout ça, c'est qu'on était à plus de 90% d'humidité, vraiment plus.
Aujourd'hui, on navigue alors qu'on ne descend pas en ce moment en humidité extérieure, parce qu'il n'arrête pas de pleuvoir. On est autour de 84%, donc on est entre 84 et 85 en régulier. Et le but, c'est de descendre encore pour atteindre les, je pense, 75, parce qu'on va pas pouvoir faire beaucoup moins, sachant qu'il y a encore de l'eau qui est dans la pièce. On verra ça, ce que ça va donner cet été quand l'air sera beaucoup plus sec. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir quand même garder une certaine humidité pour pouvoir, par exemple ici, stocker du vin. Donc le vin doit garder avec une hygrométrie pas trop basse non plus, pour pas que les bouchons soient altérés. Mais en fait, ici, on pourrait mettre des racks et stocker du vin dans cette partie-là, parce que c'est celle qui est la plus humide dans les deux. Donc c'est un peu l'idée. Pour l'instant, on attend simplement que ça s'évacue. Donc c'est pour ça que les ventilos tournent quasiment 24 heures sur 24, pour pouvoir évacuer le maximum d'air humide et de pouvoir en fait vider le stock d'eau qu'on peut avoir encore, typiquement dans ces palettes-là. Même celles-là, elles sont déjà sèches. Hein. Ouais, les plots sont déjà secs. Mais évacuer le maximum d'humidité qui est encore résiduel pour justement voir comment ça va stabiliser dans le temps. Donc voilà une solution, voilà la solution que j'ai mis en place pour moi. Je dis pas que c'est valable pour tout le monde, mais c'est une solution à moindre coût. C'est de la fatigue par contre, parce que ça fait entre 15 et 20 kg pièce. Hein, donc là, il y en a à peu près 400, enfin 300 ou 400. Donc autant dire que à la fin de la journée, à la fin de la mission, on est cassé, vraiment cassé. Sachant qu'il y a aussi le sable, donc en gros, j'ai porté pas loin de, je sais pas, 4 tonnes à la louche, 4 tonnes de matériel pour justement équiper cette pièce. Mais une fois effectuée, en fait, la pièce, elle est elle est assainie, bien mieux que ce qui était par avant, et ce qui permet de ne pas forcément avoir quelque chose, encore une fois, quelque chose de pérenne, c'est-à-dire que là, il n'y a rien de bétonné, encore une fois. Si je dois accéder à la terre pour X raison, en fait j'ai juste à enlever les bâches, enlever les dalles, etc. Je vais m'embêter bien sûr, mais c'est faisable. Il n'y a rien de pérenne. Si on doit revendre, s'il y a un audit à faire, tout est visible, rien n'est modifié dans la pièce. De toute façon, ce n'est pas une pièce qui est habitable dans le sens où c'est moins de 1m80, c'est dans les normes pour ne pas être compté comme une pièce habitable. Donc c'est mon cas, et encore moins maintenant, parce que j'ai pas creusé dans le sol, hein, j'ai simplement posé par-dessus ce qu'il y avait déjà. Donc du coup, en fait, j'ai même réduit la taille, donc moi je suis pas loin de toucher. Je crois que là-dessus, en fait, je touche le plafond avec ma tête. Donc du coup, on a même réduit en fait la surface. Mais je n'envisage pas de faire une pièce particulière ici. La seule chose qui est à voir peut-être, ce serait d'équiper cette partie-là, de bouger ça ailleurs et d'équiper cette partie-là en fait éventuellement sur un atelier secondaire pour avoir un établi ou quelque chose. Mais c'est pas dans l'avenir proche, c'est quelque chose potentiellement à voir. Mais on va voir déjà comment descend l'humidité avec le temps. Donc on voit aujourd'hui 84%, il est stabilisé, hein, parce que je regarde ça quasiment tous les jours. Il est stabilisé à cette hygrométrie-là. Et ça descend petit à petit, parce que c'était 86, 88 au tout départ.